Alors, aujourd'hui, on reçoit les cheveux les plus célèbres du Québec, ceux de Dalila Awada. Salut. Allô? Quoi? Tu commences en force? Mais c'est vrai? T'as jamais remarqué ça? Tout le monde veut voir tes cheveux. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes cheveux? J'aimerais ça, effectivement, qu'on s'en foute de mes cheveux et de mon voile aussi. Ah oui, OK. Moi, je pensais que c'était vraiment des cheveux que les gens voulaient voir. Ça revient pas mal à la même chose. Pas mal la même chose. Il y a une obsession autour du corps des femmes. Pourquoi tu penses? Parce que ce qui est un peu différent peut déranger. Parce que on est dans un contexte international où le musulman et la musulmane sont des figures ennemies. Donc, ça devient facile de les avoir comme bouc émissaire. Puis, c'est encore plus facile de cibler les femmes musulmanes parce que c'est des femmes. Donc, ça permet momentanément d'oublier le sexisme et le patriarcat de nos sociétés. Fait qu'il y a un peu de misogynie dans le mouvement actuel, c'est ce que tu me dis. Bien, je pense que dans cette façon de vouloir libérer les femmes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du patriarcat et de la misogynie. C'est encore une fois du contrôle du corps des femmes. Et voilà. Boum! Ça commence fort. On t'a connu, publiquement parlant, avec l'épisode de la Charte des valeurs. En fait, nous, c'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Comment tu décrirais cet épisode de manière avec une certaine perspective et comment tu la comparais avec ce qui se passe aujourd'hui? Tu veux vraiment nous ramener là? Ben, écoute, c'est pas tant moi qui a décidé ça, hein? C'est François et compagnie. Moi, j'y suis pour rien. Oui. Je pense que 2013 et 2014 a été une rupture à proprement parler au Québec. Donc, c'est un moment charnière. Là, il y a un avant-charte et un après-charte. Ça a beaucoup façonné l'imaginaire des gens. Ça a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est malheureux, c'est pas le fait qu'on ait parlé de laïcité ou de signes religieux. C'est le fait qu'on en ait parlé de façon aussi sensationnaliste, de façon à généraliser, à stigmatiser. Je pense que ces sujets-là n'ont pas été abordés comme il se doit. On s'éloignait des C'était la femme musulmane qui était visée lors du débat sur la charte. C'est beaucoup l'impression qu'on avait. On n'a pas parlé des kippas, on n'a pas parlé des turbans. À peine. On a vraiment l'impression que c'est encore une fois les femmes qui sont dans la mire. Et comment tu vois, maintenant qu'on a cette perspective-là, comment tu vois la relance du débat actuellement, comme c'est fait depuis quelques semaines déjà maintenant? Mais tu sais, je me suis beaucoup inquiétée. Quand il y a eu l'élection de la CAQ, puis j'ai vu que ça, c'était le premier sujet qui revenait de l'avant, je me suis vraiment sentie angoissée. Je me suis dit, on ne peut pas retourner là. Tu sais, il y a encore des fissures qu'on n'a pas réussi à réparer. On ne peut pas retourner là. Puis encore une fois, c'est pas parce que je considère qu'il y a des sujets tabous, puis il faut absolument pas en parler. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est abordé de manière irresponsable. Les politiciens, je pense, doivent prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont quand ils arrivent comme ça dans l'espace public avec des telles propositions. Il faut qu'ils soient capables de les appuyer sur des faits, d'expliquer pourquoi ils proposent, pourquoi ils proposent des interdictions. Mais malheureusement, souvent, on a l'impression que c'est une carte facile pour bien des politiciens. Ils savent que ça vient titiller les émotions, ils savent que les gens réagissent. Ils sortent la carte, bam. Et dis donc, les fissures dont tu parles, comment on les colmate? Est-ce que c'est possible, en fait, de les colmater? Je pense qu'au Québec, on est capable de faire mieux. Je pense qu'on a une façon d'aimer se réconcilier, d'aimer être ensemble, d'aimer se parler. Quand on dit qu'au Québec, on n'aime pas la chicane, je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Comment on vit avec cette espèce de stigmate-là, qui en est un? C'est fort. On t'a accusé de représenter les frères musulmans, d'être pratiquement une agente d'infiltration, en un sens, et pas nécessairement n'importe quel ticoun ballon. Il y a des gens qui ont des tribunes qui t'ont accusé de ça de manière à tout le moins implicite. Comment on gère ça? Comment on considère notre place dans le débat public quand on est autant stigmatisé? J'ai écouté la semaine passée ton entrevue avec Mathieu Bock-Côté. Je le rejoignais sur une chose qu'il a dit. C'est quand ça avance... Ici, dans ton discussion de salon, c'est un agent de rassemblement. Hein? Quand Dalila Awada et Bock-Côté sont d'accord sur un truc, c'est grâce au divan jaune. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Donc, c'est ça. Quand il disait, je pense, je paraphrase, là, que quand on est dans l'arène public, il faut s'attendre à recevoir des coups. Il faut être capable de se prêter au jeu en quelque sorte. Et moi, j'ai du caractère. Tu me connais un peu maintenant, là. Je suis capable d'en prendre des coups, je suis capable d'en donner. J'ai pas peur des gros débats. Mais c'était salaud, là. Oui, mais c'est ça. C'est là où on a dépassé des limites. C'est que moi, je me dis, je suis capable d'en prendre jusqu'à un certain point. Des insultes, même là, je suis capable d'en prendre. Mais la diffamation,
Il y a une marge. Oui, mais c'est qu'après ça, ta réputation, ça devient difficile de réparer ça. Là. Ça peut te suivre des années. Puis moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a du monde qui m'écrit avec les mêmes accusations qu'on me faisait en 2013, même si j'ai gagné un procès. Donc, c'est très difficile de se débarrasser de ça. Qui ont la tête dure, ça peut vous coûter cher. Est-ce que tu te sens québécoise à part entière? Plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Et c'est ça qui est beaucoup. Mais c'est ça qui est le plus difficile, le plus douloureux. Paradoxal, peut-être aussi. Mais douloureux pour moi quand je me fais dire ben, retourne dans ton pays, si t'es pas contente, t'as juste à comme t'en aller. À chaque fois, on me confisque mon identité québécoise, puis ça fait mal. C'est dur, hein? Ça fait vraiment mal parce que c'est ça, je le sais que je suis québécoise, je le sais que je veux contribuer à cette société du mieux que je peux, je sais que je l'aime d'amour. Et parce que je l'aime, des fois, je m'autorise des critiques parce que je veux qu'elle s'améliore, parce que je crois en son potentiel. Si je m'en foutais du Québec, là, je ferais rien. Maintenant, parle-nous un peu du procès qui va faire jurisprudence. En fait, c'est déjà le cas. Tu as remporté ce procès-là en Cour supérieure. La Cour d'appel a refusé d'intervenir. Donc, chose jugée, en théorie, judiciairement parlant, on n'en parle plus. Il y a eu de la diffamation grave à ton endroit de la part d'un Philippe Magnan, qui est un blogueur sur poste de veille, qui t'avait accusé, somme toute, de à peu près tous les maux de la terre, si je peux dire. Comment tu as vécu cette... J'ai une bonne idée, là, je te le dis pas au courant, là, mais pour nos auditeurs, comment tu as vécu ce processus-là? Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi coûteux. Je m'attendais pas à ce que psychologiquement, je sois aussi épuisée. J'ai eu l'impression, quand j'ai reçu le jugement l'été 2018, c'est comme si tout d'un coup, j'émergeais de l'eau. J'avais l'impression que tout ce temps-là, je retenais mon souffle. Je portais un fardeau qui empoisonnait ma vie. C'était vraiment difficile. Et tout d'un coup, récupéré. Tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie. Mais en même temps, cette décision-là envoie un super message. Faites attention à ce que vous dites. Avant d'envoyer un message haineux, de diffamer les gens, de les attaquer personnellement, prenez votre souffle, relisez-vous. Bravo à toi. Merci. Bravo pour ton combat. Et je retiens le bout que toi et Boc-Côté pouvez vous entendre, qui est peut-être la preuve qu'ici au Québec, on peut recréer des ponts. Je l'espère. Merci. Salut.